Azul, bonsoir. Merci d'être là pour ce nouveau café littéraire de l'impondérable. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le grand plaisir de recevoir l'écrivain Kassem Madani, donc mon ami Qassem, qui nous revient avec un essai très intéressant intitulé Autopsie d'une Algérie jamais en paix. Bienvenue Qassem. Merci à Youssef. Donc voilà, je te reviens pour la troisième fois. Et merci beaucoup. C'est que tu reviendras tant que tu voudras. Ce n'est pas pour te jeter des fleurs, mais tes écrits valent le détour. Je rappelle donc que je t'avais reçu pour Ait Meglet Chant d'honneur, je t'avais reçu pour Mémoire en dents de scie. Tu as publié aussi Indignation chronique, les raisons de la colère. Voilà. Donc, ce livre est très intelligent, très astucieux. Hein. On voit que tu es un scientifique, un physicien, qui a roulé sa bosse, hein, qui a enseigné dans plusieurs pays, y compris aux États-Unis d'Amérique. Donc, à travers des chroniques, tu as fait quand même le portrait d'un pays, l'Algérie, et même tu es allé un peu plus loin puisque tu parles aussi de la France. Est-ce que c'est ça? Absolument. Hein. En fait, c'est des chroniques que j'écrivais au fur et à mesure que les souvenirs remontent à la surface et que l'inspiration est là, évidemment. Ça n'est pas sur commande. Donc, dans le livre, je suis remonté jusqu'aux années... j'étais enfant, jusqu'aux années de guerre où j'ai assisté quand même à des drames pendant la guerre d'Algérie. J'ai raconté une anecdote qui nous avait tous marqué en tant qu'enfants. C'était des petits adolescents qui jouaient. Ils ont trouvé un petit jouet quand ils se promenaient sur les sentiers du village. Ils l'ont tapé contre une pierre là. Et en fait, ce fameux jouet, c'était pas un jouet, c'était une grenade. Elle leur a explosé à la figure. Donc voilà, ça c'est des souvenirs qui ne s'estompent pas donc, dans la mémoire. Donc j'ai voulu un petit peu leur rendre hommage de but en blanc. D'ailleurs, c'est le premier papier. Après, je remonte évidemment le temps sur tout ce que j'ai vécu comme aléa politique que tout le monde connaît. Mais bon, c'est ma vision à moi. Le livre est préfacé par notre ami Hamid Arab, que je salue très fort, parce que c'est lui qui dirige le site en exil du matin. Et donc, toi aussi, tu écris sur ce site. Il me semble que ce site t'a aidé quand même à structurer un peu le livre. Est-ce que je me trompe? Absolument, c'est eux, en fait, qui m'ont... c'est ma rampe de lancement, le matin d'Algérie. Ils m'ont ouvert, évidemment, les colonnes. Et je les remercie à longueur de chapitre parce que c'est toutes les chroniques, pas toutes, il y en a eu quand même qui sont passées à la trappe parce que j'exagérais des fois. Heureusement que notre ami Hamid est là pour jouer le rôle d'arbitre, sinon j'y serais allé encore plus fort. Et donc voilà, c'est vraiment grâce au matin et je les remercierai jamais assez, ceux qui m'ont laissé la liberté de temps et qui m'ont donné une tribune sur laquelle j'ai publié la majorité des chroniques. Très bien, je profite de ma position pour saluer Menad, notre grand poète qui nous revient. Il nous a laissé pendant de longs mois. Voilà, merci à donc, on va commencer par le chapitre number 1. Tu as enseigné aux États-Unis d'Amérique. Alors, les souvenirs d'enfance, tu nous as fait part d'une anecdote. Est-ce que tu te souviens de cette fameuse indépendance? Oui, je me souviens de cette fameuse indépendance. Et, j'avais quand même en 62, j'avais 11 ans. Donc on ne peut pas ne pas se souvenir de l'indépendance. Ça a été la folie. La folie pendant des journées et des nuits. C'était la fête au village chaque soir. On se demandait quand est-ce que ça allait se terminer. Ça tombait d'ailleurs en juillet, août. Je crois qu'on n'avait pas terminé de faire la fête jusqu'à... je ne pourrais pas me dire, mais pendant vraiment
de nombreuses journées. Hein. C'était des Tahiyya al-Jazair, alors que pendant ce temps, d'autres ont profité pour aller casser les portes des villas pour les occuper, ce qu'avait laissé le colon. Voilà en gros ce dont je me souviens. Et surtout, la fête va mal se terminer, puisqu'en réalité, dès le mois de septembre, les armées de l'extérieur avaient pris le pouvoir de force, après avoir tué près de 1000 vrais maquisards. Hein. Dans le conflit fratricide, il y a eu plus de 1000 morts. Oui, donc, oui. Ce pays, malheureusement pour lui, il était un peu mal parti, n'est-ce pas? Oui, pas mal parti. Donc, évidemment, l'armée des frontières est rentrée au bon moment. Hein, c'est vrai qu'il y a eu des massacres. Bon, c'est les lois. Moi, j'étais loin. Effectivement, j'étais enfant. J'entendais les adultes qui parlaient de ça. Je me souviens, j'étais même à Alger quand il y avait le fameux Sbasnin Barakat. 7 ans, ça suffit. Donc, c'est un petit peu grâce à ça que les inimités semblent s'être arrêtées. Mais bon, c'est vrai que l'armée des frontières était venue, ils attendaient le moment propice aux frontières tunisiennes et marocaines pour envahir le pays et confisquer la liberté qui a été arrachée par d'autres. Mon propre père a participé à la révolution ici, il était membre de l'OCFLN, il a même fait de la prison, il a... comment dire, elle a été condamnée à mort, sauvé in extremis par la fameuse amnistie de Gaulle. Mais bon, mon père n'a rien demandé à la fin de la guerre, donc il a dit, moi je n'ai pas été ouvrier pour ce pays, j'ai lutté pour mes credos, etc. Donc c'est un petit peu l'histoire de tout le monde. Hein. Bravo à lui, effectivement, c'est probablement des milliers comme lui qui n'ont rien demandé après. Donc je ne vais pas revenir sur ton parcours dont on a parlé la fois précédente d'ailleurs. Donc tu vas venir en France, tu vas repartir en Algérie, tu vas faire des études et jusqu'à arriver à l'université à Babzoua. Bah oui, l'université de Babzoua, j'ai enseigné là-bas pendant toute la décennie 80. Malheureusement, c'est la décennie 80 où les choses commençaient un petit peu à se corser. Pourquoi je suis parti? Tout simplement parce que déjà il y avait l'histoire de l'arabisation qui commençait un petit peu à être imposée par le ministère. Même les sciences exactes, on a voulu les arabiser et nous on n'était pas partants pour ça. Alors il y a eu évidemment des gens qui étaient partie prenante. Ils ont pris le relais, ils ont pris les postes de responsabilité parce qu'ils connaissaient quelques mots d'arabe de plus que nous. Et puis, bon, ils ont pris la machine en marche, quoi. Et ils l'ont dirigé je ne sais où. Hein. Maintenant, quand je rencontre des amis de Babzoua, ils m'ont dit vraiment, t'es parti au moment propice. Hein. Voilà. Mais, tant mieux pour toi, parce que tu vas vivre des expériences exaltantes aux États-Unis et en France. Tu vas aussi te battre pour t'imposer, mais tu finis par t'imposer à l'université française. Hein. Maintenant, je crois que tu es en retraite. Et donc, à partir de ce recul que tu peux avoir en France, donc tu as eu le temps d'analyser ce qui s'est passé en Algérie. Tu es assez dur sur ce qui se passe aujourd'hui, mais sur aussi ce qui s'est passé auparavant. Donc tu remets en cause un peu pratiquement tous les choix des décideurs. Oui, on ne peut pas ne pas les remettre en cause quand on voit le résultat. Hein. Le résultat, maintenant, on le voit bien. Quand, voilà, pour de simples écrits, hein, vous vous retrouvez sous le coup d'une interdiction de sortie du territoire national algérien, ce qui veut dire en gros, vous pouvez rentrer en Algérie, mais par contre, vous ne pouvez pas sortir. On vous demande des comptes. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu as écrit ça? Est-ce que tu appartiens au MAC? Ça, c'est leur question favorite. Ils la posent à tout le monde. Et donc, personnellement, je ne suis pas rentré.
Donc, à cause de cette histoire de Mesté. Hein. Oui, oui, c'est triste. Je rappelle que tu as perdu ta maman, paix à son âme, et que tu n'es pas parti assister à son enterrement. Comme toi, malheureusement, des milliers de personnes ont été acculées à cette blessure. Mais bon, il faut du courage aussi dans la vie. Donc, tu parles aussi dans le livre de la France d'aujourd'hui, en tout cas du rapport qu'elle peut avoir avec l'Algérie, ou bien même les gens qui vivent en France et qui viendraient d'Algérie ou d'Afrique du Nord. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce propos? Bah, écoute, la France, à mon avis, la France a toujours joué, à mon avis, à un jeu malsain. Ils ont toujours été partie prenante de tous les coups d'État, partie prenante de la politique qui est menée par l'Algérie. Quel que soit celui qui prend les rênes du pouvoir, donc ils l'applaudissent peut-être pas, mais ils lui tapent pas sur les doigts non plus. Donc il faut dire ça. Donc la France a toujours été partie prenante du pouvoir politique algérien. En tout cas, elle soutient le régime en place, ça c'est clair. Bon, voilà, moi et toi, on a fait un peu un round-up du livre et de ce qu'il y a dedans. On va donner la parole à nos amis dans la salle. Dans les chroniques que je présente là, je fais une analyse un petit peu méthodique, par exemple, de toutes les élections présidentielles qui ont eu lieu depuis le fameux, depuis Ben Bella, soi-disant, qui a été élu avec des scores toujours brejneviens. Et puis, vous me dites aussi qu'il voulait soi-disant se faire une assise populaire, qui nous avait organisé des élections au milieu des années 70, ensuite Chadli, Zerouel. Ça a toujours été une formule bien rodée, avec des solutions précises. Ils savaient ce qu'ils faisaient, ces gens-là, finalement, quand on fait. Avec du recul, évidemment. Hein, in situ, sur place, on ne savait pas trop ce qui se passait. Mais avec du recul, on voit bien ce qu'il y a eu comme entourloupe pour berner le peuple. Dans les années 90, fin des années 90, je me souviens, j'avais consulté l'encyclopédie universaliste qui parlait des élections de Chadli, qui soi-disant avaient été élus à 83%, alors que, en fait, les résultats officiels, alors 83% de oui, 17% de non, soi-disant, alors que c'était des chiffres inversés. C'était 17% de oui, 83% de non et les autres. C'est ce que j'ai lu. Moi, je l'ai lu, hein. Personne ne m'a parlé de ça. Donc voilà, on peut... Encore une fois, ne pas te jeter des fleurs, c'est un livre, et c'est l'un des rares livres qui explique simplement, scientifiquement parlant, que le régime algérien en fait se maintient grâce aux mascarades électorales. Parce que tu viens de le dire, il y a beaucoup d'écrits sur l'Algérie, y compris des Algériens, hein, ils n'osent pas parler de mascarade électorale. Alors, l'intelligentsia française non plus. Hein. Alors, par exemple, on prend un journal Le Monde. Le journal Le Monde, qui est un journal de référence en France. Alors, il a toujours dit Bouteflika a été élu, a été réélu. Bon, il sait que c'est une mascarade électorale. Mais un jour, le journal Le Monde lui-même s'est énervé. Il n'y a pas longtemps. Il y a une année de ça, il a écrit un éditorial où il leur a dit qu'au final, personne n'a été élu chez vous et vous êtes juste un régime militaire. Voilà. Mais maintenant, ils ont repris. Maintenant, ils disent que Tebboune a été élu. Voilà. Donc, on ne comprend plus. Voilà. Oui, enfin, bonsoir, je vais faire un peu en retard. Je ne savais pas que. Pas de souci. Voilà. Donc, mais juste, on va parler sur les élections. Enfin, personnellement, je pense qu'on ne peut pas parler sur les élections sous des régimes autoritaires. C'est pas possible, parce que c'est des régimes qui. Déjà, les élections sont faites uniquement pour la consommation interne et pour aussi une image à l'international. Donc, je ne peux pas
Et pour moi, c'est-à-dire analyser les élections sous des régimes externes, enfin, des régimes autoritaires, ce que je veux dire, donc c'est pas vraiment. Parce qu'un régime autoritaire de base, il gouverne par la force et le reste pour rester le plus longtemps possible au pouvoir et pour profiter des richesses du pays. Exemple, je parle sur l'Algérie, exemple, le pouvoir algérien. Actuellement, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Elle gouverne par la force, elle utilise toutes les institutions au profit du régime dans le but de se maintenir et d'avoir le monopole de l'argent du pétrole. Donc, parler d'élections, les élections pour moi sont la légitimité des élections sous des régimes démocratiques, on peut en parler. Mais sous des régimes autoritaires, ça n'a pas de sens. Oui, les soi-disant élections, hein, c'est un petit peu ce que. C'est ce que. Enfin, c'est ce que j'ai pensé. Comme je suis arrivé un petit peu en retard, donc. Oui, non, mais c'est un petit peu ce qu'on dit hein, par rapport à ça. Absolument. Oui, non, l'intervention, bien sûr. Nordine 2000, notre psychologue, notre docteur. Alors là, je commence à me poser des questions sur la notion de démocratie. Maintenant, la démocratie, est-ce que c'est une dynamique qui cache en fait les mascarades électorales et tout ça, ou je sais plus ce que c'est maintenant cette notion de démocratie. Maintenant, dès que j'entends parler de démocratie, je suis à quatre jambes. Et puis, l'histoire de l'Algérie, on l'a connue depuis toujours. Hein. On savait que les élections ont été truquées, ça, on le savait. Mais la question, ça fait très longtemps que je vis en France, et j'essaie de comparer l'Algérie, comparer l'Algérie avec la France, et surtout par rapport à la communauté algérienne. Et maintenant, je constate que chez la communauté algérienne, il y a ce sentiment de mitigé. En même temps, ils critiquent l'Algérie, mais en même temps, ils critiquent la France. Il y a quelque chose qui ne va pas. On peut pas aller en Algérie, mais quand même, en France, on n'est pas bon. Il y a quelque chose qui ne va pas. On ne parle pas de racisme, parce que le racisme, c'est quelque chose de très... c'est un peu un cache-misère, hein, la notion de racisme. Il y a des gens qui n'arrivent pas à réussir, ils n'arrivent pas à avancer, et ils mettent ça au dos du racisme. Ça aussi, voilà un peu. C'est bien, c'est bien. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est très bien. Comment dire, parmi toi, ouais, c'est... En tout cas, si je puis me permettre, je comprends, me semble-t-il, ce que tu veux dire, Nordine, et je te rejoins. Aujourd'hui, même dans les démocraties, on voit les limites. On voit les limites de la démocratie. Absolument. Alors, si on prend la France, on voit comment le gouvernement actuel a fait passer la fameuse loi sur les retraites, alors que l'écrasante majorité de la population était contre et a manifesté, et une fois n'est pas coutume, tous les syndicats se sont réunis. Et malgré cela, donc, la loi est passée. Donc, on est en droit de se poser des questions. Mais ce n'est pas le débat vraiment d'aujourd'hui. Même si on... Même Maastricht à l'Europe, hein. Écoute, il y a eu des déclarations, y compris des institutions onusiennes, hein, par rapport à la France. Cela n'a pas daté d'aujourd'hui, ça a daté des fameuses manifestations des Gilets jaunes, où la France a été donc critiquée comme sans critiquer les pays du tiers-monde. Voilà. À propos justement des violences qu'on a constatées durant les manifestations. Mais là, c'est un autre débat. Hein. C'est un autre débat, mais rien ne nous empêche d'en parler, bien sûr.
Et même la violence policière. Oui. C'est un peu une dictature cachée. Hein. Oui et non, à mon avis, mais peut-être notre invité a un avis. Dictature, je ne sais pas trop, mais quand même, comme dirait un ami, a dit la différence entre vous et nous, hein, par rapport à moi, algérien, et eux, les français, les souches, c'est que vous, les dictateurs, ils prennent le pouvoir, et nous, ils sont élus. Voilà la différence. C'est des dictateurs élus. Voilà. Si je puis donner mon avis Hassem, moi je pense que la France n'est pas une dictature, c'est un état de droit, mais les démocraties ont leurs limites. Hein. Les États-Unis, la démocratie n'est pas la même qu'en Suède ou en Norvège. Les pays les plus avancés en démocratie, ce sont les pays nordiques. Hein. C'est la Norvège, la Finlande, la Suède. Donc, il y a des pays européens qui sont parfois assez limités sur des sujets. Mais en France, la justice est relativement indépendante. Il y a de vraies élections. Donc, il y a le pluralisme dans les médias. Hein. Donc, il y a en France plus de 10 000 médias. Bien sûr, certaines télévisions sont devenues, malheureusement, pour la France, des télévisions poubelles comme celles qui existent en Algérie. Mais bon. Ok, donc s'il y a d'autres questions... voilà. Hassem Madani, mon ami, et merci d'être là. C'est toujours une joie de te voir au café littéraire de l'Impondérable. On ne va pas s'éloigner du sujet, on va rester dans le sujet. C'est vrai que ces démocraties vieillissantes, comme vous l'avez rappelé, ont leurs limites et on le voit bien ces dernières années. La France souffre du 49-3. On espère qu'il va disparaître un jour. Ce sera difficile. Et c'est un cas unique en Europe. Et les autres pays européens n'ont pas ça. Voilà. Donc ça montre les limites de la démocratie française. En tout cas, merci pour les chroniques que tu écris dans le Matin d'Algérie. Et merci au Matin d'Algérie d'être là, parce que c'est une bouffée d'oxygène. Et donc, il m'arrive souvent de suivre tes chroniques, et merci, tu nous as fait un beau livre. Et c'est encourageant de te voir écrire, et tu es toujours aussi dynamique. Disons que c'est des chroniques que ça s'étale quand même sur des années. Hein. C'est un petit peu comme tes livres de poésie. Hein. Ça tombe pas comme ça du jour au lendemain. Donc j'écris au fur et à mesure de l'actualité. Je porte mon analyse, mon regard par rapport évidemment à ce qu'on disait tout à l'heure, ce que j'ai vécu, et, les problèmes auxquels j'ai été confronté en Algérie. Alors que c'est un petit peu tout ça qui construit ces chroniques. Hein. Donc elles ne tombent pas évidemment du ciel, c'est mon regard. Hein. C'est pas une c'est pas une vérité absolue, loin s'en faut. Donc c'est un regard comme un autre. Voilà. Et vous êtes quand même un intellectuel qui vous produisez, vous écrivez, et beaucoup d'universitaires algériens malheureusement n'écrivent pas. Et ça, nous souffrons de ça malheureusement. Oui, c'est vrai que c'est un peu complexe. Moi, je suis venu à l'écriture encore une fois par hasard. Hein. Je ne savais même pas que je pouvais écrire. C'est toujours grâce au Matin, en fait. On parlait de Mohamed Benchikour. En fait, lui, à l'époque, dans les années 2009-2010, il était encore directeur du Matin. À l'époque, c'était lui qui mettait ses chroniques pour faire revivre un petit peu son journal. Et puis moi, j'intervenais dans les commentaires, tout simplement. Je faisais des commentaires. Et puis de temps en temps, je faisais un commentaire qui lui plaisait. Il le remettait en une. Donc c'est comme ça que ça s'est construit. Au fur et à mesure, on a fait 4-5 fois, il m'a fait le coup. Je me suis dit, puisqu'il remet en une, je lui envoie directement mes papiers en une, et puis c'est tout. S'il aimait, c'est bon.
S'il n'y en a même pas, c'est pas bon. Donc, je suis venu vraiment tout à fait par hasard à l'écriture. Peut-être qu'il y a des universitaires aussi qui savent écrire, mais qui savent écrire, mais qui ne le savent pas. Donc, voilà, quoi. En tout cas, tu as bien fait. Tu as bien fait d'envoyer donc les articles et tu as bien fait d'écrire les livres et tu es une belle plume. Ah ben, c'est gentil. Ouais, mais non, je ne te jette pas des fleurs. Tu es mon ami, d'accord, mais ça, c'est en dehors de l'amitié. Et en plus, tu as un parcours très riche et ça se sent dans tes écrits, que ce soit dans un autre domaine autre que la chronique, que ce soit dans la chronique. Les chroniques, elles sont très réussies. Effectivement, tu viens de le dire, elles sont subjectives, mais mine de rien, elles dressent le portrait d'un pays de manière très intéressante, un pays qui s'appelle l'Algérie, avec la Kabylie, avec les Chaouis, avec tout le monde. Voilà. Et merci d'être là. On va te laisser le temps de dédicacer ton bouquin en attendant une autre rencontre avec toi. Ah, merci. Donc, merci. Ça va tarder là, je t'en prie. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci tout le monde. Merci.